Tout nous a pas... Nous voici de retour au bar de l'économie. Merci à tous à nos fidèles auditeurs. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Ludovic Jaffre, PDG de Linkeo, de Jean-Baptiste Léger, directeur des affaires publiques et RSE de Lidl France, et de Philippe Sueur, maire de la ville d'Enghien-les-Bains, premier vice-président du département du Val d'Oise en charge de l'économie. Alors Philippe Sueur, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est: parlons un petit peu du budget de la ville, mis à mal avec cette pandémie, puisque vous étiez une ville entreprise, si je puis dire. Mais l'État est là. L'État intervient. Oui. Alors, nous avons voté le budget la semaine dernière, jeudi dernier. C'est un budget qui est de 65 millions, des 153 millions. Il faut préciser que Enghien est une ville très, très atypique. Elle l'est depuis son origine, en quelque sorte. Nous sommes nés de la fonction thermale, nés de la fonction tourisme. Et nous vivons, au fond, comme une entreprise, puisque nos recettes viennent de notre écosystème, c'est-à-dire d'un ensemble de fonctions ludiques, de fonctions culturelles, touristiques, de commerce. Et nous vivons en quelque sorte du produit des jeux, nous vivons de nos produits domaniaux, les recettes des parkings. Enghien accueille 20 000 habitants, 20 000 personnes le mercredi, jeudi, pas jeudi, non, vendredi, samedi, bon, donc toujours une très grosse affluence. Et en conséquence, nous ne recevons plus depuis très longtemps de dotation globale de fonctionnement comme toutes les communes de France. Et notre fiscalité est relativement faible puisqu'elle ne représente que 10% du budget de fonctionnement. Même pas aujourd'hui en raison de la baisse de notre budget de fonctionnement. Donc nous sommes fragiles. Nous avons été comme d'autres villes touristiques. Cannes a subi, je suis en relation très très courante avec David Linard, le maire de Cannes. Nous avons exactement le même impact. D'autres villes thermales sont également très abîmées. L'État a été, à travers d'abord la loi de finances numéro 3 de juillet dernier, a été compensateur. Et les mécanismes ont bien fonctionné et je dois vraiment dire combien la ville d'Enghien a été suivie et bien suivie par les services préfectoraux, par la direction départementale des finances publiques, puisque nous avons une compensation à 80%, à 79% exactement, de nos pertes de recettes fiscales ou nos pertes de recettes domaniales. En conséquence, l'État compense à hauteur de 11 millions 3 les non-recettes de notre commune. Elles ont été donc versées en plusieurs étapes et nous venons heureusement de recevoir 4 millions. Nous recevons là ce mois 4 millions qui nous permet de faire la soudure parce que nous avons emprunté comme les entreprises. Nous avons tiré toutes nos lignes de trésorerie. J'ai 2 lignes de trésorerie pour 3 millions qui sont totalement tirées et d'autres emprunts comme hélas d'autres entreprises. Bon, en revanche, quand la prospérité est au rendez-vous, nous ne nous plaignons pas, mais nous devons nous apprendre à nous adapter, comme une entreprise évidemment. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir rouvrir les centres de culture, et ce qui faisait donc les recettes également de la ville au mois de juin ou de juillet ? Oui, je pense. Juillet, oui, on l'espère. On l'espère. Nous ne savons pas quand commencera le déconfinement. Bon, on parle du 15 mai. Nous savons qu'il y aura donc 3 étapes, en fait 2. Première phase de déconfinement qui permettra normalement aux restaurants de ne rouvrir qu'en terrasse. Nous, au casino, de rouvrir avec 35% de jauge. En revanche, la deuxième phase de déconfinement qui devrait succéder au bout d'au moins un mois, donc nous sommes déjà au 15 juin, conduirait à rouvrir effectivement avec des jauges les restaurants en interne. Notre casino devrait pouvoir accueillir 65% de sa jauge d'établissements recevant du public. Bon, nous avons en quelque sorte des perspectives encourageantes pour considérer un fonctionnement presque normal au mois de juillet. On l'espère tous. Alors, vous avez parlé d'un budget de la ville qui descend, qui passe de 65 à 53 millions d'euros. Comment faites-vous
pour baisser aussi drastiquement? Mais nous avons des dépenses qui sont liées aussi à notre fonctionnement. Donc les événements que nous ne réalisons pas, par exemple, le mois de juin est un mois de fête événementiel avec des concerts gratuits sur le lac. Ça fait partie de notre métier. Quand on veut avoir des consommateurs et des clients, il faut les faire venir. Une ville comme Enghien-les-Bains est une ville d'attractivité. En conséquence, il y a des manifestations qui sont à la hauteur, en quelque sorte, de l'enjeu, mais également aussi la conséquence que Enghien a un privilège, en quelque sorte, de l'histoire et de la loi, c'est d'avoir le casino. Un casino qui est le premier de France. Et quand on tire des recettes exceptionnelles, il faut aussi avoir une politique culturelle exceptionnelle, la plus basse possible, voire gratuite, au service pas des Enguenois seulement, mais de tous les habitants de la région et de l'Île-de-France. Ça veut dire que pour le mois de juin, il n'y aura aucune programmation cette année? Il n'y a aucune programmation sur juin. Nous sommes même très prudents sur septembre. Bon, nous avons également économisé, il y a des services évidemment qui ne sont pas assurés. Donc nous avons par là des adaptations et puis on a fait tout simplement comme une entreprise. On a revu en quelque sorte notre organisation, notre copie. Il y a des personnels que nous n'avons pas renouvelés, des contrats non renouvelés, des départs à la retraite qui ne sont pas remplacés, pour vous dire que notre masse salariale a baissé en quelques mois d'1 million. Ce qui veut dire que, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir d'autres services de l'État qui vont être déchargés sur les communes, puisque vous avez aussi augmenté le nombre d'agents, si je puis dire, par le fait que l'État a déchargé beaucoup de ses activités sur vous, les communes? Oui, ça fait 25 ans que l'État se décharge sur les communes et les collectivités françaises. Ça passe par l'urbanisme, ça passe par la police. Quand vous pensez qu'à Enghien-les-Bains, nous avons une police de 45 agents, fonctionnaires communaux, qui sont totalement rodés, qui font toute la police de proximité, la police secourdière en quelque sorte, et ceci évidemment n'est pas compensé. L'État a régulièrement transféré ses charges sur les collectivités tout en dénonçant le train de vie des collectivités. Il y a là plus d'un paradoxe, bien sûr. Alors nous attendons beaucoup de la loi qui rentre en débat au Parlement, la loi 4D, qui est donc différenciation, décentralisation et décomplexification également. Nous attendons la loi des 4D, des adaptations et nous sommes prêts à l'expérimentation. Quand est-ce que vous pensez que vous pourrez l'expérimenter ? La loi devrait donc être votée durant l'année. On ne sait pas maintenant, avec les contraintes sanitaires, si elle sera votée pour la fin du printemps. Je n'ai pas suivi là les informations parlementaires imprécises, mais nous pouvons espérer au moins avoir une application expérimentale. En revanche, on ne veut plus de décentralisation pour des transferts qui ne sont pas compensés par l'État. Des transferts de charges, vous voulez dire ? Bien sûr, bien sûr. Quand vous avez dit que l'État était au rendez-vous au niveau de la dotation, mais quel est le délai de paiement, j'allais dire, entre l'État et vous? Sur la compensation donc aux collectivités françaises, elle se faisait en 2 temps. C'est-à-dire que la dotation a été calculée à la fin de l'année, au mois de décembre, début décembre 2020. 50% ont été versés avant le 31 et les 50% restants versés au mois de mai pour l'ensemble des collectivités françaises et notamment des communes touristiques et thermales dont je m'occupe plus particulièrement en France à travers l'ANET. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Philippe Sueur. Autre sujet, si vous voulez bien, parlons un petit peu du département, puisque vous êtes premier vice-président du département du Val d'Oise en charge de l'économie. Alors la relance, où en est-on sur les projets, et notamment le fameux projet sur l'alimentation ? Ah oui. Alors c'est pas un projet, c'est une perspective. Ce sont des études que nous avons engagées à travers notamment un spécialiste de l'agroalimentaire et de l'agriculture qu'on pourrait qualifier du futur, Jean-Philippe Queyrat. Et tout ceci est lié à l'abandon de ce projet de Europa City sur le triangle de Gonesse. Pour nos auditeurs, il y en a qui connaissent bien entendu le triangle de Gonesse, c'est 690 hectares entre Roissy et le Bourget. Et si 400 hectares étaient sanctuarisés en quelque sorte
apte pour être conservé à l'agriculture. 290, presque 290, étaient affectés à l'urbanisation plutôt industriel, commercial. Et un grand projet Europacity, 10 000 emplois, 3 milliards d'investissements, DIM Auchan, en réalité donc le groupe Muliez Auchan et aussi un groupe chinois, a été abandonné à la suite d'une décision unilatérale, un peu brutale, très peu constitutionnelle, du président de la République. Bon. Mais ceci dit, il convenait de substituer un projet. Il y a un projet intéressant qui est un projet plutôt coopératif, qui est le projet Karma. Bon, pourquoi pas pour une partie. Néanmoins, nous pensons que sur ce secteur, il faut être innovant. Il faut être innovant et être au rendez-vous des attentes en termes d'alimentation dans le cadre du développement durable, donc de proximité, de transformation. Et par là, nous voulons que le Val d'Oise puisse devenir, et c'est un mot qui a été inventé par le directeur général du CEVO, le sac-clé de l'alimentation du futur. Et je pense qu'il y a tout. Produire, transformer et distribuer à proximité. Nous avons aussi l'espoir d'avoir, à travers donc le projet de transfert, non pas transfert, de complémentarité de Rungis. J'entendais que Lidl a son siège à côté de Rungis. Rungis est au sud. Pour tous nos détaillants du nord, de l'est, c'est très long, c'est très compliqué d'aller à Rungis et il convient de créer un marché d'intérêt national au nord de l'Île-de-France. La Semaris a en revanche, j'apprenais ça vendredi dernier et j'en suis très surpris, avait envisagé évidemment le Val d'Oise, mais la Semaris publie un appel à manifestation d'intérêt. Ça veut dire que d'autres territoires que le Val d'Oise vont pouvoir être en compétition, ce qui ne nous semble pas particulièrement pertinent et surtout au rendez-vous des compensations que l'État attend sur ce secteur de l'Est du département, qui est celui de la plus grave fracture sociale et vraisemblablement économique. Alors là, c'est très important ce que vous venez de dire. Ça veut dire que la Semaris met en concurrence le Val d'Oise et d'autres départements d'Île-de-France. Un appel à manifestation d'intérêt. C'est pratiquement une mise en concurrence. Donc, Mais pourquoi fait-on ça au lieu d'aller vite dans la prise de décision? Est-ce qu'il n'y a pas de nouveau à vous mobiliser, vous les élus? Il va falloir se mobiliser. Pour moi, l'information est extrêmement récente. J'en discutais avec le préfet du Val d'Oise samedi matin. Il y a une mobilisation des esprits, tout au moins à faire sur ce sujet. Nous pensons que, non pas nécessairement sur les triangles même de Gonesse, un mine à sa place, mais il faut des embranchements ferrés, bien entendu, sur Goussainville, nous les avons. Nous savons aussi, c'est très important, que ADP, Aéroport de Paris, a une stratégie d'intégration des territoires beaucoup plus marquée que par le passé, une volonté de travailler avec les territoires, et nous pensons que là, entre le fret ferroviaire, le fret aérien, s'il était encore nécessaire, ne serait-ce que aussi pour de l'exportation, il n'y a pas que de l'importation. Le lieu idéal, c'est de placer un mine, un marché d'intérêt national, dans l'est de ce département. Oui, mais je reviens sur ma question. Pourquoi n'allez-vous pas vous monopoliser pour vous battre contre cet appel à manque de à concurrence finalement, puisque les Français se plaignent qu'en France, on est incapable de prendre des décisions et de monter des projets à moins de 10 ans. Nous sommes très surpris parce que, à la suite de l'abandon du projet Europacity, le gouvernement a confié une mission à Francis Rol-Tanguy, qui a été un grand spécialiste des territoires, comme c'était un directeur régional de l'équipement, et puis préfet, donc une expérience, pour conduire cette mission de la compensation en termes de projets pour le Val d'Oise et l'Est du Val d'Oise. Bon. Qui est prometteur, l'Est du Val d'Oise. En plus, nous avons une communauté d'agglomération qui, je crois, à ce titre, est assez exemplaire parce qu'elle est bidépartementale. Des territoires donc de Seine-et-Marne comme du Val d'Oise sont concernés. Nous avons en Seine-Saint-Denis une autre agglo qui s'appelle Terre d'Envol et ces territoires sont capables de travailler ensemble. Bon. Or, donc dans le rapport du préfet Rol-Tanguy, il y avait cette éventualité, cette opportunité. Bon, aujourd'hui, on a un sentiment, alors que la Semaris, on sait très bien que l'État et les chambres de commerce et d'industrie y siègent, ont pris cette orientation. Nous en sommes donc très surpris. Donc, on reviendra sur ce sujet dans quelques temps, j'imagine. Oui.
Encore un combat pour le Val d'Oise. Voilà, encore un combat, ouais. Il va falloir vous battre donc pour arriver à sortir ce projet, j'imagine, pour que ce projet soit réalisé finalement. C'est ça qu'on comprend aujourd'hui. Merci Philippe Sueur. Autre sujet, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. En principe, au mois de juin, les élections régionales et départementales étaient prévues. Or, le président Macron a demandé une consultation en urgence auprès des préfets pour savoir si les maires pouvaient tenir ces élections ou pas. Qu'en pensez-vous ? Puisque la réponse des maires doit être donnée aujourd'hui. Oui, il y a deux réponses. Ce week-end, il y a la réponse politique et il y a la réponse organisationnelle. Bon, la réponse politique, bon, on peut imaginer le gouvernement a besoin, à travers cette mascarade, c'est une mascarade. La mascarade, c'est avancer masqué et agir masqué. La consultation, c'est une mascarade, vous dites ? À cette-ci, absolument. Quand du vendredi, on vous demande de donner la réponse pour midi, ce matin, et moi je ne répondrai pas, nous n'avons aucune raison de répondre puisque, n'importe comment, c'est une légitimité qu'ils recherchent là-dessus. Bon, la décision aurait dû être un autre port, pas le faire à ce printemps. Maintenant, on ne peut pas revenir en arrière, à mon sens, politiquement parlant. Pour vous, il faut les faire, il faut les faire ou il ne faut pas les faire, ces élections ? Politiquement, il faut les faire. Techniquement et organisationnellement parlant, je crois qu'on ne peut pas les faire. Voilà. C'est ce que nous ressentons. Nous avons des contraintes qui sont des contraintes de protocole sanitaire et elles vont s'imposer. Nos électeurs savent que nous avons 2 scrutins. Donc, dans les mêmes locaux, il va falloir organiser 2. On peut avoir un bureau de vote politique unique, mais il faut quand même 2 tables de décharge, il faut 2 urnes, il faut des séries d'isoloirs avec des distanciations et des protocoles sanitaires absolument invraisemblables que le ministère de la Santé est en train de concocter. Donc, on se pose la question tout simplement des lieux. Moi, j'ai sur nos 10 bureaux de vote à Enghien, j'en ai 2 où physiquement, je ne peux pas organiser. Alors, on parle de faire des bureaux de vote en plein air. Bon, c'est pas très sérieux. On n'est pas sûr d'avoir les assesseurs. On n'est pas sûr d'avoir les personnels. Aujourd'hui, nos personnels sont extrêmement tendus, ne serait-ce que les dizaines de nos personnels qui sont affectés au centre de vaccination, pas seulement d'Enghien, moi j'en ai 8-10 en permanence. Ce sont ceux qui sont les plus adaptés, les plus volants. Je ne vais pas les mettre, évidemment, des personnels, quelques-uns de nos services techniques, bien sûr, mais pas nécessairement. Donc, nous avons là un vrai problème organisationnel. Il n'y a pas de campagne, par ailleurs. Comment voulez-vous? Il ne peut pas y avoir de réunion publique. Donc, on parlait des influenceurs tout à l'heure. Bon, la campagne se fera peut-être beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais on s'interroge sur la véritable validité politique, je ne dis pas juridique, validité politique de ces élections. On a déjà des projections qu'il n'y aurait que 30% de participation. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? D'un autre côté, ces élections, c'est tout de même une expression de la démorratie. Alors, faut-il les reporter pour vous au mois de septembre, quand tout le monde, les Français seront plus vaccinés? Moi, je pense que c'était envisageable. Bon, mais il aurait fallu le décider bien avant. Voilà. Et on sent bien, par ailleurs, que les partis politiques sont demandeurs du maintien. Pourquoi? Bon, parce que les régions ont très bien fonctionné. Moi, je n'imagine pas que Valérie Pécresse ne puisse pas être élue. Le travail colossal qu'elle a pu faire. Donc, on comprend que les grands leaders de nos départements ou de nos régions aient envie d'en finir. Bon, c'est vrai que l'année dernière, moi, au niveau des élections municipales, j'avais envie d'en finir. Bon, j'étais heureux d'être élu au premier tour, mais on avait envie d'en finir. Mais donc, il y a une grande différence entre l'organisationnel et le politique. Merci beaucoup. Quant aux conditions juridiques, constitutionnelles, ça vaut rien du tout. Le président Debré, qui a présidé pendant longtemps le Conseil constitutionnel, avait émis toutes les réserves, mais il n'y a pas de règle autre que la position doctrinale du Conseil constitutionnel, qui par nature, quand c'est doctrine, c'est évolutif. Donc on attend finalement la décision du président Macron qui devrait intervenir ces jours-ci pour savoir si elles vont se tenir ou pas, ces élections. C'est-à-dire que le Parlement est consulté aussi là-dessus. Bon, je pense que il y aura évidemment un vote tout à fait positif. Puis après,
on sera aussi fonction, tributaire de la pandémie elle-même. Hein. Nous sommes dans le pic, hein, mais il n'est pas nécessairement atteint. En Val-d'Oise, le taux d'incidence a encore augmenté. Hein, le préfet tenait donc sa réunion hebdomadaire, hein, donc de collecte le vendredi dernier. Nous avons encore augmenté tous nos lits de réanimation. Je n'imagine pas trop hein, un reflux rapide. Merci Philippe Sueur pour ce tour d'horizon aujourd'hui et entre autres sur cette consultation du président sur les élections régionales et départementales qui doivent ou pas se tenir au mois de juin. On en saura plus d'ici quelques temps. On va faire une nouvelle pause musicale et puis ensuite on change de sujet. On va parler de la stratégie de Lidl en France. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous.